Paillars, qui ici sont les endroits les plus proches ici. C'est l'Andorre, c'est ça. Et les Paillars et la Violence sont des qui sont aussi avec. Ils ont des similitudes avec l'Aranais. C'est du gascon, mais c'est un gascon un peu dans la transition vers le languedocien, donc il y a des traits qui sont aussi particuliers de l'Aranais. Il y a une présence historique du catalan, et donc il y a des influences, donc tout ça. Ça nous confère un contexte aussi linguistique un peu particulier à l'heure de traiter la codification de la langue, le processus de normativisation et tout ça. Donc l'école a un rôle très important dans cet aspect-là, et donc parfois l'école doit prendre des décisions un peu risquées dans ces contextes, parce que l'école doit prendre des responsabilités qui ne sont pas normalement attribuées à l'école sur la normativisation ou la diffusion des solutions normatives, orthographiques et tout ça. Bien. Le contexte politique, c'est d'abord, en origine, c'est que le Val d'Aran est ce qu'on appelle en Catalogne une comarca. Une comarca, c'est comme une subdivision petite. Il y a des provinces qui sont plus larges, et après des comarques qui sont normalement des unités historiques, mais au niveau presque local. Donc le Val d'Aran est très spécifique parce qu'il s'agit d'une vallée qui est orographiquement aussi très définie, et aussi de l'autre part de la montagne. Donc il y a d'abord déjà ça c'était un comarque un peu différent, un peu spécial. Et donc le Val d'Aran aussi historiquement est différent des autres comarques. La vallée a des divisions internes qui sont spécifiques, historiques aussi. Il y a ce qu'on appelle terçons, qui sont comme des divisions il y a en réalité sont six divisions. Tiesagaros, Pujolo, Castiel, Catuja Patelox, La Irissa, et donc ce sont des divisions historiques dans la vallée qui ont aussi un rôle politique interne, parce que le Val d'Aran a un gouvernement autonome, un petit gouvernement autonome, qui choisit les représentants à partir de ces divisions historiques par la votation évidemment. Et donc le gouvernement est formé par des représentants de chacun de ces territoires. Donc ça c'est un peu complexe parce que l'État espagnol est divisé en ce qu'on appelle communautés autonomes, quelques-uns desquelles sont historiques, par exemple la Catalogne. La Catalogne reconnaît la personnalité historique du Val d'Aran. Le Val d'Aran a, comme on pourrait dire, un petit gouvernement autonome dans le gouvernement autonome de la Catalogne. Et quelques compétences de la Catalogne sont transférées à partir de l'État central et en même temps transférées au Val d'Aran. Par exemple, la gestion des affaires touristiques, des affaires d'environnement, et en part aussi l'escolarisation de l'école. Des choses comme ça. Okay. Si je dis quelque chose encore, vous pouvez me corriger, les autochtones. Ok.
il faut compter aussi avec une sorte d'isolement sociolinguistique, parce que le Val-d'Aran n'a pas suivi le processus de substitution linguistique qui a eu lieu en France, par exemple. Donc les voisins ici à côté ont connu une histoire sociolinguistique tout à fait différente du Val-d'Aran. Et ça c'est important au moment de comprendre la gestion de la langue autochtone et les possibilités de projection dans un territoire un peu plus large que le Val-d'Aran même. Je m'explique. Il y a des difficultés pour se communiquer, pour appliquer des politiques linguistiques qui sont pas qu'on ne peut pas projeter de l'autre côté de la frontière, parce que le contexte là est trop différent pour travailler avec les mêmes référents. Donc, ça commence déjà à la dernière terre du siècle XIX. Il y a un ouvrage très intéressant sur ça, qui explique ça pour le cas du territoire français, qui est cette œuvre de Eugene Weber, Peasants into Frenchmen, qui explique comme en France, il y a un processus de conversion de paysans en français. C'est comme un processus d'universalisation de la condition des citoyens français, et, spécialement pour les périphéries où l'œuvre de construction de l'État moderne n'était pas arrivée jusqu'au moment. Et donc, cet fragment qui est cité par Weber sur un auteur de 1896, l'abbé Gors, qui nous donne des témoins très clairs, très directs sur ce processus. Weber nous dit, right now the peasant has no language to serve him. Le paysan a abandonné sa langue et il n'a arrivé encore à adopter une nouvelle langue qui est le français. Patois, he hasn't learned. He even lacks the words to express his thought. Il ne peut pas s'exprimer dans une langue complète. And when he uses them, it is absurdly. He does not know what they stand for. The French into which he is brutally thrown, l'expression est très forte. Il a été lancé brutalement sur la langue vers le français. Makes him forget his Limousin language, c'est l'occitan, but does not get through to him. Ça ne le sert pas encore. If certain parts of France, if in certain parts of France the transition did cause pain, it did so only for limited periods. But the experience marked the minds for generations. Its high water mark around the end of the 19th century was also a high point of political and social torment. Là, c'est la souffrance de l'adoption d'une nouvelle langue, c'est ça. And his products, like the daughters and sons of the American immigrants, would face the great challenge of the First World War with a resignation born of their condition, but also with the firm certitude of neophytes. Donc, il y a une adoption rapide de français en France, parce que ça nous donne la possibilité d'être des citoyens modernes, des citoyens de l'État. Et donc la dynamique aussi sur la perception des faits linguistiques est complètement différente d'un côté et de l'autre de la frontière. Ce qui fait que le Val-d'Aran est aussi isolé du point de vue linguistique. Aussi, le Val-d'Aran est
en arrière dans le processus de modernisation. Parce que le Val d'Aran est, au commencement du siècle XX, un territoire dans un état qui est presque médiéval encore. Tandis que l'État français est déjà dans la modernité. C'est ça. Un État qui est en construction et un État qui est presque inexistant, encore maintenant. Il y a des doutes sur ça. Donc, la frontière est une chose importante, c'est comme la frontière entre presque deux continents, des époques différentes. D'accord? La France a fait arriver le chemin de fer à la frontière et à partir de là, c'est fini. Il n'y a pas de civilisation. Parce que ça, j'exagère, évidemment. Donc, ça c'est estan part d'un altre estat. Aran demorat d'hora del procés general de canvi de llengua que seguien els auspicis de llengua occitana. Ça c'est une carte postale. C'est l'époque des grands voyageurs qui entrent dans le Val d'Aran pour découvrir un terra incognita. Presque une terra incognita. Et encore, dans les années 70 du siècle XX, le Val d'Aran est encore un territoire très très rural par rapport aux voisins français. Par exemple, le témoin de Gómez Ibáñez, publié aussi en page 1975, the Val d'Aran is lush and green, the source of the Garonne, a valley of the French side, which belongs to Spain. The Aranese enjoy the generous climate of the northern slope. However, most of them have a lower standard of living than their French neighbors. C'est la comparaison. A common sight in Aran are the old women who spend their days watching 3 or 4 cows graze on fenced meadows near the village. Ça c'est bucolique. Whereas a few kilometers away in France, electrified fences keep the cows from straying. C'est ça. D'accord. Mais dans peu d'années, déjà dans les années 70, ça va totalement changer. C'est l'entrée de l'industrie du tourisme et ça va être renversé totalement. Maintenant, c'est le côté français qui est un peu en arrière parce que encore dans l'agriculture et la ruralité, et le Val d'Aran est entré brutalement aussi dans la civilisation, mais avec une langue qui est encore restée vivante. Donc ça nous donne un contexte complètement différent, aussi un contraste avec les voisins qui ont presque perdu sa langue, ou une langue qui est dans de sérieuses difficultés, pour des raisons d'abandonnement déjà à partir du commencement du siècle XX. Et du côté aranais, il y a eu une conservation de la langue, mais avec des problèmes nouvelles qui dérivent le changement démographique. Parce que l'industrie touristique a fait arriver beaucoup de gens qui ne parlent pas l'aranais et qui sont déjà en majorité dans la vallée. Et donc les problèmes sont de présence de la langue par rapport à la présence de l'espagnol, par exemple, qui est la langue majoritaire des immigrants. C'est complètement différent. Ça, c'est pas un problème qualitatif, comme si je m'explique, de qualité de perception sur la langue, mais de présence numérique de la langue. Ça, c'est complètement différent. Donc, il y a des changements dans l'économie et en conséquence des changements dans la démographie. Vous voyez, il y a c'est une part de la séquence de changement démographique entre 1981 et 2007. On passe de
presque 6 000 habitants à presque 10 000. La proportion est terrible du point de vue de la gestion de ce changement aussi culturel. Donc, entre 1991 et 1996, la proportion a changé. La population autochtone a passé à être minoritaire aussi numériquement. D'accord. Et il faut dire aussi que l'immigration a commencé déjà dans les années 60. Et donc, une partie des autochtones sont déjà des fils des immigrants. Donc, comme résultat, la langue autochtone est demeurée clairement minoritaire aussi numériquement. Donc, il y a des choses en anglais parce que ce sont des matériaux que j'ai pris d'autres travail. Et donc, on peut voir la conséquence du point de vue de l'emploi quotidien de langue. L'espagnol est la langue employée dans la quotidiennité pour 55% de la population. Et l'occitan, c'est 17% d'emploi quotidien à partir des enquêtes officielles. Hein. C'est-à-dire, normalement, la langue d'emploi quotidien, c'est la langue qui est employée dans deux contextes, la maison, le travail et dehors du travail, avec les amis et tout ça. Donc, la langue qui est employée. Dans deux contextes, c'est la langue prise comme d'emploi quotidien. Il y a aussi des combinaisons de bilinguisme et trilinguisme. Ça serait complexe de voir. Et par contre, la connaissance de la langue a changé les dernières années. Vous pouvez voir ici c'est la compétence linguistique. Par exemple, la compétence de la langue parlée. Et ce sont des groupes d'âge. Ce sont les plus jeunes, entre 15 et 29, et les plus vieux, les plus âgés, 65 et plus. Donc, vous voyez, les plus jeunes et les plus âgés sont les qui connaissent mieux la langue. Ça, c'est clairement une conséquence de colonisation de la langue. Les jeunes connaissent très bien la langue, ils commencent à connaître très bien la langue, ou de la connaître d'une forme plus générale. Donc, on a supéré, on a sauvé un processus de perte dans ces âges. Ils connaissent, mais ils connaissent de mieux en mieux, c'est ça? Mais ils emploient de moins en moins, c'est ça? Okay. Donc il y a un processus de rattachement de la langue au milieu de l'école, et pas au milieu de la rue ou des jeux ou ça. Mais quand même, c'est ça. Il y a ça, l'école a sa fonction et elle fait sa fonction. Il y a un contexte législatif sur ça, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça. La loi la plus importante de tout ça, c'est 1983. Ce qu'on dit la Ley de la Normalisation Linguistique de Catalogne, la loi de normalisation linguistique de Catalogne, qui établit
le caractère obligatoire de l'enseignement du catalan et de l'aranais pour l'arabe, qui a permis l'implantation de l'occitan dans l'école. D'accord. Après, il y a d'autres lois très importantes. Par exemple, cette loi, c'est la loi qui établit les gouvernements autonomes du Val d'Aran. Après, il y a une nouvelle loi qui est une révision de cette première loi, la loi de politique linguistique de Catalogne, qui développe un peu plus l'autre loi, mais les choses ont commencé à travailler à partir de ça, d'ici. Et après, il y a en 2006 une révision de les statuts d'autonomie de la Catalogne. Ça, c'est le commencement des problèmes qu'on a maintenant, avec un statut qui a été voté par les Catalans et choisi majoritairement. Et après, presque détruit par le tribunal constitutionnel et tout ça. Bon, ça c'est... D'accord. Et une conséquence de statut de 2006, c'est la révision de la loi de régime spécial. C'est la révision du gouvernement autonome du Val d'Aran qui a été un peu plus développée. Aussi pour la question linguistique, il y a un processus de reconnaissance de la langue comme langue. C'est-à-dire, au commencement, il y a une formulation de volonté de respecter l'aranais comme variété autochtone du Val d'Aran. Et on arrive à la fin, avec 2015, où on parlait clairement de l'occitan comme langue officielle du Val d'Aran. On reconnaît aussi la dénomination aranais, mais comme équivalent, comme égal à occitan pour le contexte du Val d'Aran. Et donc, on a, au moins du point de vue symbolique, on a amélioré tout ça, la reconnaissance de la langue. D'accord. En 1983, oui, on adopte les normes orthographiques pour l'aranais et on peut commencer déjà l'implantation de l'aranais et de l'occitan dans l'école. D'accord. On voit en 1990, on commence à introduire l'occitan, l'aranais comme langue d'enseignement, comme véhiculaire dans les écoles. Et en 1996, on a déjà implanté l'occitan comme langue d'enseignement dans toutes les écoles du Val. Il y a un processus d'extension. Cette année-là, on commence avec une heure par semaine dans quelques écoles. L'année suivante, dans toutes les écoles, il y a une heure par semaine. Quelques années plus tard, il y a le commencement de l'immersion, une ligne en occitan, langue véhiculaire, catalan-espagnol. Les parents peuvent choisir. L'idée, c'était qu'il y a des parents qui ont le catalan, par exemple, chez eux, qui veulent écolariser les enfants en catalan, et des parents qui ont l'espagnol comme langue chez eux, qui veulent écolariser les enfants en espagnol, mais le résultat était ce qu'on n'avait pas prévu, qu'il y avait des parents qui avaient l'espagnol comme langue et qui voulaient écolariser en occitan, des parents qui avaient le catalan qui voulaient écolariser en espagnol, et donc le résultat a été tout à fait différent de ce qu'on attendait. Et finalement, on a supprimé l'espagnol et le catalan comme ligne de choisir, et finalement, c'était l'occitan qui a été comme seule option. Ça a été fait
avec quelques problèmes aussi, parce qu'il y a des contestations sur ça, mais la meilleure contestation, c'est prouver que ça était l'option la plus bonne pour les enfants. Pour l'apprentissage de les 3 langues, seulement de l'occitan. D'accord. Il y a une différence entre l'enseignement primaire et le secondaire, parce que dans ce qu'on applique dans l'enseignement primaire, qu'on va maintenant expliquer, ça ne s'applique pas à l'enseignement secondaire. Dans l'enseignement secondaire, il n'y a pas une planification tellement claire comme dans le primaire. Dans le secondaire, parce que je connais maintenant, ça dépend beaucoup de la volonté des professeurs qui donnent des matières, mais il y a comme enseignement, comme présence de l'occitan, 2 ou 3 heures semaine, c'est la matière d'occitan proprement dans l'année. Et dans des autres matières, ça dépend des professeurs. Donc il y a une planification claire pour le primaire et pas tellement claire pour le secondaire. Ça c'est un problème parce qu'on va atteindre des choses en primaire qui ne trouvent pas une continuité sur le secondaire. Et ça perpétue encore la position négative pour l'occitan dans son territoire. Parce que les autres langues peuvent être développées dans des niveaux d'emploi formels, tandis que l'occitan, ça c'est la situation en 1990. 3 lignes pour ce qu'on dit le cycle initial de l'enseignement primaire, c'est ça. Et ça c'est jusqu'à 7 ans. deuxième 6 années. Et après, il y a 4 années encore de primaire qui sont les cycles moyens et supérieurs. Et donc, on suit l'une des lignes dans la première partie de primaire. Et pour le cycle moyen et supérieur, les matières sont apprises dans l'une des 3 langues officielles et aussi une présence de matières en anglais et en français. Ça, c'était la situation en 90. Hein. Je ne sais pas si maintenant ça a changé. C'est ça. OK. D'accord. Donc, on entre au long d'une langue et après, on entre dans un endroit où on a les 3 langues en présence selon la matière qu'on apprend. En 1995, ça change parce que la ligne en espagnol a été supprimée et finalement, c'est ça la situation actuelle. D'accord. Donc, l'an 2000, je pense que c'était l'année scolaire 1999-2000, on a fait des évaluations dans 3 niveaux. La fin du cycle initial, la fin du cycle moyen et la fin du cycle supérieur. On a passé des enquêtes de compétences linguistiques. Ça veut dire il y a un contrôle de compétences par morphologie, lexique, orthographie aussi, syntaxe aussi, et tout ça. D'accord. Pour le cycle initial, dans cette année, on ne peut pas trouver déjà des enfants qui ont été écolarisés en espagnol parce que c'était une ligne supprimée déjà d'abord et donc on
on n'a pas trouvé un cycle initial, mais on le trouve encore pour cycle moyen et supérieur. D'accord. Les variables, c'était les langues, l'occitan, le catalan et l'espagnol. Les résultats sont quantifiés dans ce qu'on dit le PG, en chaque langue pour morphologie, syntaxe, lexique, orthographie et oralité aussi, langue orale. Il y a un petit entretien avec les élèves. On doit contrôler aussi la langue véhiculaire du groupe, c'est-à-dire quelle était la langue de scolarisation, l'une des 3 langues, et aussi les langues employées à la maison, hein, qui peut être l'une des 3 langues ou aussi des combinaisons de 2 ou 3 langues. Okay. Les questions principales, les aspects principaux, c'était d'abord on se demande s'il y a ce qu'on appelle l'interdépendance linguistique. Vendredi, il y a Jordi Ortiz qui va parler plus largement de ça. Donc je ne veux pas m'étendre sur ça, mais l'idée, basiquement, l'idée est que si tu peux faire un bon enseignement, un bon traitement de la langue minoritaire dans l'école, ça peut bénéficier la langue minoritaire, mais aussi la langue majoritaire. C'est l'idée. Il y a toute une littérature psycholinguistique sur ça, et bien, là. Et la deuxième, c'est une conséquence de la première, c'est s'il y a effectivement une interdépendance linguistique, et on a pu traiter bien cette variable, il y a une conséquence pratique sur quelle a choisi la plus bonne pour l'enseignement. D'accord. D'abord, l'une des conséquences, ça c'était à la fin, mais je vous l'offre au commencement, c'est sur l'interférence linguistique, parce que tous les parents étaient préoccupés sur ça c'est un problème, parce que s'il y a 3 langues, les enfants vont se confondre, il y a des mélanges, ça c'est un problème, parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre bien. Et bien, on a vu au moins que la langue la plus interférée, en tout cas, c'était l'occitan. Et c'était l'occitan interféré par les catalans, et après l'occitan interféré par l'espagnol, par le castillan. On le voit, SCP ou castillan ou espagnol, c'est la même chose. Mais ça c'est des cas, un peu plus de 5 cas sur 5 mots. 5 mots. Donc ça très peu. C'est peu. C'est peu de catalan sur l'occitan, et encore moins de l'espagnol sur l'occitan, 3 sur 5. Après, l'occitan sur le catalan, c'est très très peu. L'espagnol sur l'occitan, il y a une autre fois comme l'espagnol sur l'occitan, d'accord. Évidemment, l'occitan sur le castillan c'est très peu, ou l'espagnol, et le catalan sur l'espagnol très peu. C'est-à-dire, le niveau d'interférence sont un reflet de la situation sociale des 3 langues. La langue la plus forte interfère sur les autres, et la plus faible interfère très très peu sur les autres. D'accord. Mais pas dans un niveau qui peut être un grand problème. Comment est-ce qu'on évalue l'interdépendance? On observe le niveau dans chaque langue pour chaque élève, et on observe après s'il y a une corrélation statistique entre la compétence atteinte dans une langue et l'autre. Et après on croise le résultat. D'accord. Par exemple, le résultat
au commencement, hein, cycle initial, ça c'est le commencement, mais on va voir une évolution. Entre l'occitan et le catalan, il y a très peu de corrélation. Sur 10, sur 1, c'est 0 comme presque 3. Sur 1, ça c'est très peu. Entre l'espagnol et l'occitan, un peu plus, 50%, c'est-à-dire 0,5 sur 1. Et entre catalan et espagnol, un peu plus. C'est très, très, très haut ici, hein, parce qu'il y a des significations. C'est-à-dire, au commencement, les deux langues les plus fortes socialement cèdent entre elles, on pourrait dire ça. Ceux qui savent beaucoup de catalan savent aussi beaucoup d'espagnol. Et l'inverse. D'accord? Mais ça c'est au commencement. C'est-à-dire au commencement, ça c'est un reflet de la situation sociale. C'est ça, simplement. Mais si on passe déjà au cycle supérieur, on voit la corrélation la plus basse est entre espagnol et occitan, mais quand même il y a presque 0,7 sur 1, c'est très haut. Plus haute entre catalan et espagnol, presque 0,8. Et finalement, la plus haute, 0,85 entre occitan et catalan. C'est-à-dire, ça c'est à l'inverse du commencement. Ce sont les langues les plus faibles socialement qui cèdent entre elles. Donc ça c'est une conséquence claire du processus de scolarisation et où l'école profite de l'interdépendance pour faire que les élèves apprennent la langue minoritaire. Les langues minoritaires dans ce cas, parce que le catalan est aussi dans une situation de minorisation. D'accord? Donc il y a une interdépendance pour le modèle de traitement des langues, clairement. D'accord? Bien, ça c'est le reflet numérique. Et après, on devait voir quelle était la ligne la plus intéressante pour traiter le contact entre langues dans l'école. Donc, on a vu que... Okay, on va directement sur le graphique, le plus intéressant. Ok, ça c'est pour le cycle initial. D'accord? Ça c'est la langue véhiculaire espagnole a été déjà supprimée. Il n'y a pas d'élèves avec l'espagnol comme langue véhiculaire ici. Il y a des élèves avec la langue véhiculaire catalane et occitan. ML c'est langue véhiculaire aussi, hein. C'est la version anglais, medium language. D'accord? Et on voit que ça c'est le groupe qui a été scolarisé en catalan. Ils ont de bons résultats, ça c'est 73 sur 100 de moyenne. Hein. En espagnol, 70 en catalan et 52 pour l'occitan, ça c'est très peu. C'est superficiel. Et après, les élèves qui ont été scolarisés en occitan, 69 pour espagnol, 61 pour catalan et 78 pour l'occitan. L'occitan est bénéficié dans sa ligne et le catalan est aussi bénéficié dans sa ligne, mais aussi ça bénéficie l'espagnol. Ça c'est en cohérence avec ce qu'on a vu avant sur l'interdépendance. D'accord? Mais on va voir directement un cycle supérieur, que c'est la fin. D'accord?
clairement, les trois langues ont les moyens les plus hauts dans les groupes de langues véhiculaires en Occitan. Une autre fois, en cohérence avec ce qu'on a vu pour l'interdépendance. L'occitan bénéficie l'occitan même, oui, 78, mais surtout l'espagnol et le catalan qui ont 73-74 de moyenne. Tandis que les autres groupes sont beaucoup plus déséquilibrés, ne sont pas très balancés, très équilibrés. D'accord? Donc il y a un double bénéfice, c'est la compétence haute et aussi l'équilibre entre les trois langues. D'accord? On peut se demander qu'est-ce qu'il passe pour ceux qui sont des langues majoritaires. Parce que c'était le problème. Ceux qui parlent l'espagnol à la maison, qu'est-ce qui passe avec eux? Socialement, c'était un problème. Aussi politique et tout ça. Bien. Donc les monolingues, ceux qui sont monolingues en espagnol, en castillan, finalement, ils aussi ont plus bons résultats dans la ligne de scolarisation occitan, aussi pour l'espagnol. D'accord? Vous voyez, ce graphique est un peu différent des autres. Tous les élèves qu'il y a dans le graphique sont des monolingues en espagnol. D'accord? Et vous voyez, les bleus, c'est qui sont scolarisés en occitan. Vert, scolarisé en catalan, et rouge, scolarisé en espagnol. D'accord? Donc il faut comparer ça. Les bleus ont le résultat plus haut pour les trois langues. En espagnol, 61, en catalan, 71, 75, 76, presque, et scolarisé en occitan, 70, un peu plus. Hein, d'accord? Donc, même ceux qui ont l'espagnol comme langue à la maison, comme langue habituelle ou comme langue maternelle, hein, se bénéficient beaucoup plus pour ça, pour l'espagnol même, s'ils sont scolarisés en occitan. D'accord? Ok. Et finalement, la variable de langue à la maison, si vous voyez, ceux qui ont des résultats les plus hauts sont par là. Ceux qui ont la langue maternelle occitan, la langue maternelle bilingue occitan et catalan, ou trilingue, bilingue et trilingue, et l'occitan, c'est ça, sont ceux qui ont les résultats les plus hauts pour les trois langues et aussi très équilibrés. Ça veut dire que ceux qui parlent l'occitan à la maison sont bénéficiés, ils favorisent l'apprentissage aussi de l'espagnol et du catalan. Et ça confirme que ceux qui parlent en espagnol à la maison sont bénéficiés par un traitement en faveur de la langue minoritaire dans l'école, parce qu'ils peuvent se mettre au niveau de ceux qui ont l'occitan comme langue maternelle. D'accord? Donc, on peut présenter les modèles de scolarisation en occitan, en langue minoritaire, comme un bénéfice aussi pour ceux qui ont la langue majoritaire comme langue à la maison. D'accord? C'est ça, c'est la fin. Pardon, il faut m'excuser pour les Français qui est s'il y a des questions à faire, je peux essayer de répondre.
il est passé déjà 17 années, donc il y a des choses qui sont déjà disparues. Mais... Et là, c'était tous les élèves scolarisés qui ont été évalués comme ça.